Au combat, votre fusil est votre plus fidèle compagnon. Pour survivre, il vous faut une arme précise, maniable et robuste. Du mousquet d'infanterie au long rifle, en passant par le fusil à verrou, voici celui qui, selon plusieurs, a joué un rôle décisif dans l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Le fameux Garand M1. Le fusil a connu une époustouflante évolution depuis son invention pour devenir l'arme de précision que nous connaissons aujourd'hui. J'ai réuni aujourd'hui tout un arsenal afin d'en retracer son étonnante histoire. L'histoire du fusil de combat. Rien n'a davantage contribué à façonner l'histoire que les armes à feu. Je m'appelle Will Willis, ancien Ranger et membre de l'unité de recherche et de sauvetage de l'aviation américaine. Grâce à l'entraînement, le maniement des armes modernes est pour moi une seconde nature. Aujourd'hui, je fais équipe avec les plus grands spécialistes dans le domaine afin de comprendre comment les plus formidables armes militaires de tous les temps ont contribué à changer le monde. Peu d'armes ont changé le cours de l'histoire comme l'a fait le légendaire Garand M1. Sans doute le plus puissant des fusils de combat de son époque, il est vu par plusieurs comme l'arme ayant permis aux Alliés de remporter la Seconde Guerre mondiale. Grâce à son chargeur de 8 cartouches, un soldat bien entraîné pouvait tirer jusqu'à 50 coups à la minute, une cadence de tir enviable comparée à celle des armes concurrentes de la Seconde Guerre mondiale. Si vous vous trouviez sur le champ de bataille au cœur des Philippines le 11 mai 1945, c'est l'arme qu'il vous fallait pour survivre. L'aube se lève, et 2 soldats américains sont postés derrière une mitrailleuse d'un avant-poste reculé de l'île. À 2 pas, le soldat John McKinney se repose, après avoir monté la garde toute la nuit. Une escouade de soldats japonais parvient à s'approcher sans attirer l'attention. Les soldats en poste à la mitrailleuse sont vite dépassés par l'attaque surprise des Japonais. Mais l'ennemi n'est pas parvenu à neutraliser le soldat McKinney. Armé de son fusil Garand M1, McKinney entreprend de récupérer la mitrailleuse avant que les Japonais ne réussissent à la retourner en direction des positions américaines. C'est alors que 2 soldats ennemis, armés de fusils à verrou Arizaka, prennent McKinney en chasse. McKinney n'a qu'un objectif, reprendre le poste de mitrailleuse. À lui seul, il repousse les vagues de soldats japonais les unes après les autres. À l'arrivée des renforts, McKinney a déjà tué 38 soldats ennemis. Grâce à son intervention héroïque, l'avant-poste est sauvé. John R. McKinney reçoit la médaille d'honneur pour son courage. Des soldats américains comme McKinney ont compté sur le Garand M1 pendant plus de 30 ans. Génial. J'aime bien ce chargeur auto-éjectable qu'on surnomme Clip. Quant au fusil, il est long et lourd, mais puissant et facile à manier. Le Garand M1 est l'un des meilleurs fusils de combat de l'histoire. Il est le premier fusil semi-automatique utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Bien visé, bravo. C'est une arme fantastique. Oui, une arme formidable. Même le général George Patton a affirmé que c'était le meilleur instrument de guerre jamais imaginé. À chaque pression de la détente, une balle est tirée. La cartouche vide éjectée et la cartouche suivante placée dans la chambre. Le système de chargement automatique du M1 fonctionne grâce à un mécanisme ressort et à la récupération des gaz d'ignition de la balle précédente.
Il a été conçu par John C. Garand, un ingénieur d'origine canadienne qui travaillait à l'arsenal de Springfield. Il l'a élaboré en 1924, mais l'arme est entrée en service en 1936. Et on parle d'une vitesse initiale de quelle envergure? Oh, on atteint 853 mètres secondes. C'est très rapide. La balle est tellement rapide qu'elle arrive à transpercer un arbre. Elle vous touchera où que vous soyez caché. J'ai remarqué que l'éjection du chargeur clip émet un tintement très caractéristique. N'est-ce pas un désavantage? Bien sûr. Au son du ding, l'ennemi sortait pour ouvrir le feu. Mais les GI l'ont vite compris. Ils gardaient dans leur poche un clip vide, le lançaient par terre, et dès que les nazis levaient la tête, bang! Le mécanisme semi-automatique favorise grandement le Garand M1 dans un monde de fusils à verrou. Sur le front du Pacifique, les Japonais sont équipés de l'Arisaka 99. Un fusil à verrou à 5 coups. Voici ce qu'on va faire, André. Nous avons recruté quelques soldats de la Seconde Guerre mondiale installés sur des cibles mobiles. Ils vont filer dans cette direction sur une vingtaine de mètres. Nous allons commencer de ce côté et faire une attaque en mouvement, D'accord? dans un déplacement parallèle. Je vais donc te laisser l'Arisaka et me réserver le Garand. Merci. Pas de quoi. Prêt, André? Partez! Bien visé, André. Voyons ça. Regardez, en plein sur le nez. Il est mort. Le fusil est précis et léger, mais le verrou n'est pas facile à manier en courant. Ouais. Et sur cette cible? Oh non. Aucune balle dans la cible pour ce soldat. Il n'a aucune blessure. Et armé d'un Garand. Et il est armé d'un Garand. Tu es cuit. À toi de jouer. Partez! Alors, André. 1, 2, 3 balles ont touché la cible sur celui-ci. Ici, ce n'est que de l'équipement, mais... Je crois qu'il est hors combat. Et là... Super. 1, 2 balles sur la cible. La troisième a raté l'objectif, mais 5 touches sur 7, ce n'est pas mal. La supériorité du Garand M1 sur son vis-à-vis japonais ne tient pas qu'à sa cadence de tir. Son imposante cartouche de calibre 30-06 contient 5 mm de poudre de plus que celle de l'Arisaka. Une différence de taille. Ce mannequin est conçu pour simuler les organes internes et le sang. À l'entrée, la perforation est relativement petite. Mais à l'intérieur, le cœur n'a pas pu résister à un tel impact. Il a littéralement explosé dans la poitrine. Tout le sang s'est répandu à l'intérieur. En tournoyant, la balle affecte non seulement les surfaces qu'elle touche, mais effectue un transfert d'énergie cinétique tel que tous les organes sont affectés. Une arme incroyable. Une puissance stupéfiante. Le Garand M1 est l'héritier de siècles d'innovation. Pour mieux apprécier les qualités du Garand M1, retournons quelques 250 ans en arrière. Examinez son plus lointain ancêtre, le mousquet à canon lisse. Prêt à tirer? Le Land Pattern, surnommé Brown Bess, est le fusil de combat qui a fait la grandeur de l'Empire britannique. Il a été le fusil d'ordonnance des soldats britanniques de 1722 à 1838. Mais ce mousquet était très imprécis. C'est-à-dire qu'il n'était pas conçu pour tirer seul sur une cible précise, mais davantage pour le tir groupé. C'est ce qui explique la tactique des batailles rangées où les soldats s'enlignaient pour tirer tous en même temps. Exactement. Leur chargement n'était pas une mince affaire. Vous pouvez nous en faire la démonstration? Vous le placez en position demi-armée, puis j'ai ici une quantité de poudre déjà mesurée que j'ai puisée dans ma corne. Je dépose un peu de poudre dans le bassinet, puis je referme le couvre-bassinet pour garder la poudre en place.
C'est cette portion de poudre qui, en s'enflammant, passera par la lumière pour allumer la charge dans la chambre. On met ensuite le reste de poudre dans le canon, j'ajoute la balle et je l'enfonce à l'aide de ma baguette, comme ceci. Et je suis prêt à tirer. Au commandement, j'arme le chien et... Qu'arrive-t-il si la poudre du bassinet ne s'allume pas? C'est ce qu'on appelle un raté de tir. Si cela se produit, vous armez de nouveau. Et si ça ne fonctionne toujours pas, alors vous sortez votre baïonnette, vous la fixez au bout et vous avez une lance de 2 mètres. Génial. Quoique imparfait, le mousquet représente la plus récente technologie en matière d'armement à l'époque de la Révolution américaine. Il est utilisé tant par les forces britanniques que par les révolutionnaires américains. Les formations ennemies se placent en rangée à environ 75 mètres l'une de l'autre et tirent à la volée. Un soldat d'expérience arrive à recharger et à tirer entre 3 et 5 fois par minute. Mais le mousquet est très peu précis. La victoire dépend surtout de la capacité à maintenir une grande fréquence de tir. Même les meilleurs tireurs de précision n'auraient su prédire où exactement allait arriver le coup qu'ils venaient de tirer. Voyons jusqu'à quel point un mousquet était imprécis. J'ai placé une cible à 50 mètres. J'ai bien aimé tirer, mais quant au résultat, si vous voyez ce que je veux dire, il est très difficile de prédire où ira la balle. Je visais l'abdomen et la balle a accroché le cadre sans que le soldat n'ait eu à craindre quoi que ce soit. Le succès du mousquet reposait sur des salves soutenues. Exact. Il fallait une rangée de soldats tirant tous en même temps de façon répétée. Quant à la précision d'un tir individuel, ce n'est pas la force de cette arme. Heureusement, les États-Unis ont produit peu de temps après une arme beaucoup plus précise, grâce à un procédé appelé de rayage. Les armuriers européens avaient commencé à creuser des rainures hélicoïdales à l'intérieur du canon de leurs armes, afin d'en retirer les résidus de poudre. Or, les immigrants allemands en sol américain y trouvent un autre avantage. Les rayures imprimaient une rotation à la balle, ce qui rendait sa trajectoire plus précise, compensait les imperfections des billes de plomb et augmentait leur portée. C'est ainsi que voit le jour cette arme emblématique de l'histoire américaine, le Kentucky Long Rifle. Utilisé pour la première fois dans un conflit militaire durant la Révolution américaine, il voit naître un tout nouveau type de combattant, le tireur embusqué. George Washington avait choisi d'employer 2 armes. Ses troupes régulières étaient armées de mousquets pour les batailles en rangée. Mais les pionniers, ces fameux fusiliers du Kentucky, ceux-là avaient pour mission d'abattre des officiers pour rompre la chaîne de commandement. Cela générait le chaos dans les rangs ennemis et sapait le moral des troupes. Imaginons que cette unité britannique postée à 75 mètres s'apprête à mener une charge à la baïonnette. Cette unité armée de mousquets tentera de les neutraliser, tandis que je ferai la même chose avec mon long rifle. Anthony, tu donnes l'ordre de tirer? Certainement. Présentez armes. Prêt à tirer. Feu! Un fusil peut atteindre une cible à 75 mètres sans difficulté. Mais aucune des balles tirées par nos 3 spécialistes du mousquet n'a touché d'habit rouge. Présentez armes. Prêt à tirer. Feu! À 50 mètres, les 3 balles de mousquet ont touché leur cible. Dans une formation de tir groupée, le feu nourri du groupe surpasse en efficacité la précision du fusil plus coûteux. Vous êtes de bons tireurs, les gars. Il a 2 balles dans la hanche, le bassin est atteint, ça ne pardonne pas. Ici aussi, dans la cage thoracique, c'est très bien. Vous l'avez mis hors combat. Celui-ci s'en sort indemne. Il est encore prêt à se battre. Le 3e est touché à la main. Sans main, il ne peut plus tirer. Ici, c'est un autre bon coup dans le haut de la hanche, à côté de la cible. Peut-être qu'un autre soldat derrière lui aura été touché. Celui-là est hors d'état de nuire, c'est certain.
Génial. Allons voir ce que j'ai accompli. Ce soldat-ci atteint en plein abdomen, le foie est fichu, et notre ami ici est complètement hors combat. Il ne se risquerait même pas au corps à corps avec une seule main. Ce serait à son désavantage. Le Kentucky Long Rifle est à l'évidence le plus précis. Mais dans le chaos de la bataille, vos mousquets restent l'arme de prédilection. Au temps de la guerre de sécession, les deux camps adoptèrent le fusil à canon rayé en raison de sa grande précision. Les Confédérés préfèrent l'Enfield Pattern 1853 de confection britannique. Quant aux soldats de l'Union, ils étaient pour la plupart équipés du fusil militaire Springfield 1861. Pour les deux fusils, on employait des cartouches de papier contenant la quantité exacte de poudre nécessaire pour tirer un coup. Le projectile, appelé balle minier, avait un diamètre légèrement inférieur à celui du canon, de manière à s'y insérer plus facilement. Le culot creux de la balle de plomb s'étendait légèrement sous l'effet de l'explosion, pour mieux s'incruster dans les rayures, accélérer et gagner en précision. Ces nouveaux fusils profitent d'une autre avancée technologique. La capsule détonante. Ce petit capuchon de cuivre contient une matière explosive au choc. On le déposait sur une cheminée au-dessus de la chambre. Lorsque le chien venait frapper la capsule, elle explosait pour mettre le feu à la poudre qui propulsait alors la balle. Les capsules à percussion résistent bien aux intempéries. Un immense progrès en termes de fiabilité. Cependant, nous sommes encore à l'ère des fusils à chargement par la bouche et le temps qu'il faut pour les recharger rendait les soldats très vulnérables. Une solution apparaît enfin à la fin des années 1870, le tout nouveau fusil à chargement par la culasse. Le champion mondial de tir rapide Spencer Hoagland nous en fait la démonstration. Avec un fusil à chargement par la culasse, vous êtes à l'abri pour charger et pour tirer. Vous n'avez pas à vous exposer inutilement. La cartouche à percussion annulaire contient à la fois le projectile, la poudre et l'amorce dans une même douille métallique. Le premier fusil à chargement par la culasse officiel de l'armée des États-Unis est le Springfield Trapdoor 1873. Or, ce n'était pas la seule arme en lice. L'année de l'adoption du Trapdoor, l'armée décline l'acquisition d'une toute nouvelle technologie. Un fusil que l'on chargeait une seule fois pour un tir répété. La carabine Winchester, modèle 1873. Spencer est 5 fois lauréat du titre de champion du monde avec ce fusil à répétition. Il s'est offert pour me montrer quelques-uns des trucs du métier. Il va décharger sa carabine Winchester 1873 sur ses cibles. S'il ne parvient pas à les toucher toutes, c'est lui qui paiera la bière ce soir. J'ai un faible pour les armes américaines classiques et plus particulièrement la Winchester et son mécanisme à levier. Ces armes anciennes sont de purs chefs-d'œuvre. À toi maintenant. Bon, d'accord. Je ne me sens pas du tout intimidé. Tu les as toutes touchées en les prenant une à la fois, même celle qui était tombée au sol. Quelques conseils à me donner? Ce qu'il te faut, c'est former avec ta main gauche et ton épaule une plateforme de tir stable. Je vois. Ensuite, avoir une vue d'ensemble du terrain, s'assurer d'être mobile. D'accord. Puis tu approches la main droite pour actionner le levier et presser la détente. D'accord. À partir de là, tu trouves la position la plus confortable pour toi. Parfait, je vais l'essayer. Très bien. Je tire avec l'une des toutes premières carabines à levier de sous-garde. Le fusil Henry des années 1850. Wow! Toute une arme. J'adore cette carabine. Tu la manies bien. Bon tir. Merci. C'est la première fois que je tire de cette arme. Elle est très facile à manier. Pourquoi l'armée s'est-elle contentée du Trapdoor 1873 alors qu'elle avait accès au tir à répétition? C'est une question de coût. Je vois. La carabine était beaucoup plus chère à fabriquer, et puis on s'est dit que si on confiait aux soldats une arme capable de tirer 16 coups, ils auraient tendance à gaspiller les munitions, ce qui deviendrait très coûteux à long terme. Bien sûr. Cependant, les limites du Trapdoor à un coup se sont fait cruellement ressentir par l'armée américaine lors de la bataille de Little Big Horn. Le lieutenant-colonel George Custer avait conduit ses troupes sur une position encerclée par les guerriers Cheyenne et Sioux. Les Autochtones étaient nombreux à posséder une carabine Henry. Ils eurent rapidement le dessus sur les soldats armés de leurs fusils à un coup.
En moins d'une heure, Custer et 210 de ses hommes sont tués. La bataille sonne le glas du fusil à un coup. Puis, c'est le choc technologique. Les avancées européennes en matière d'armes à feu annoncent pour bientôt l'archaïsme des armes longues américaines. Toutes les armes que j'ai essayées jusqu'à maintenant ont un inconvénient majeur sur le champ de bataille. La poudre noire. De chaque coup tiré avec de la poudre noire émerge un nuage de fumée. Multiplié par des milliers d'armes et vous obtenez les brumes de la guerre. Les soldats qui tiraient de ce trapdoor à poudre noire travaillaient dans la pénombre, même en plein jour. En effet, et on sait à quel point il est important d'avoir une bonne vue d'ensemble en combat, vision que la fumée affectait énormément, sans compter que la poudre noire est très corrosive. Elle obstruait les canons et grugeait les mécanismes. La poudre noire causait beaucoup de problèmes. En 1886, les Français lancent la production du fusil Lebel, qui utilise pour la première fois des balles à poudre sans fumée. Sa vitesse initiale surpasse celle de tous les fusils de son époque. Prêt à tirer! Mis à part la lueur de départ, la poudre sans fumée ne laisse aucune trace. La pression étant plus grande, elle améliore la précision et la portée. La maîtrise de cette pression va permettre la fabrication de carabines et de pistolets semi-automatiques et automatiques. C'est une véritable révolution qui va complètement changer le visage de la guerre. D'autres pays européens s'équipent de fusils à cartouches à poudre sans fumée. En 1892, l'armée américaine adopte le Krag Jorgensen de fabrication norvégienne. Le Krag utilisait des balles à poudre sans fumée. Mais pour en recharger le magasin, il fallait insérer les cartouches une à la fois. Durant la guerre hispano-américaine de 1898, le Krag est largement dépassé par le Mauser allemand et son chargeur clip rapide. Quand Teddy Roosevelt accède à la présidence, il presse l'armée de concevoir un nouveau fusil de combat. Ce sera le fusil Springfield, modèle 1903. Pour me présenter l'arme qui a fait entrer le fusil américain dans l'ère moderne, voici Rick Maddox, ancien tireur d'élite de l'armée. L'arrivée du Springfield 1903 marque une avancée importante pour le combat terrestre dans l'armée américaine. Qu'est-ce que cette arme a de si particulier? Le modèle 1903 a une vitesse initiale de 823 mètres secondes et une portée de 600 mètres. Son système de chargement est un magasin à 5 coups et il peut tirer environ 15 coups à la minute. Certains diraient que le Springfield 1903 n'est que Mauser auquel on aurait apposé un drapeau des États-Unis. On s'est à ce point inspiré du Mauser que le gouvernement américain a dû payer des droits aux manufacturiers pour l'utiliser. Par contre, la portée utile du modèle 1903 est plus grande. Le Springfield 1903 est un fusil à platine à verrou. L'éjection de la douille vide se fait en actionnant le verrou qui place une nouvelle cartouche dans la chambre et arme le percuteur. Le Springfield 1903 est utilisé durant la Première Guerre mondiale auprès du Mauser allemand et du Lee Enfield britannique. Lorsque les forces armées américaines se déploient en Europe, les Allemands attaquent violemment les lignes alliées. Parmi ceux qui leur tiennent tête se trouve le 1er bataillon du 5e régiment des Marines. Les Marines, armés de leur modèle 1903, résistent à chaque assaut des Allemands. Si certains doutaient encore de l'efficacité du Springfield 1903, la bataille du Bois de Belleau les aura fait mentir. Le Springfield modèle 1903 était un véritable fusil de combat de classe mondiale, comparable au Mauser et au Lee Enfield. Le Mauser domine ses contemporains en termes de calibre, avec sa cartouche de 7,92 mm. Son magasin de 10 coups confère au Lee Enfield la meilleure cadence de tir. Une arme lourde peut devenir un sérieux handicap lors des combats prolongés. Avec moins de 4 kg, le modèle 1903 a une longueur d'avance sur ses concurrents. Laquelle de ces armes est la plus puissante? C'est ce que nous allons découvrir. Voici l'impact de la cartouche 30-06 du Springfield 1903.
On voit très bien l'effet du transfert de l'énergie de la balle sur l'argile. La cible est presque emportée. Voyons la suivante. Ici, nous avons le Mauser et sa cartouche de 8 mm. La blessure d'entrée est relativement petite. Mais si on jette un œil à l'arrière, on remarque une ouverture beaucoup plus grande à la sortie. C'est l'effet de la rotation de la balle et du transfert d'énergie. La dernière cible a reçu une balle de Lee Enfield. Une cartouche de 303. L'effet est comparable au résultat du modèle 1903. Deux balles extrêmement dévastatrices. Le Springfield 1903 est une arme fabuleuse qui a ses limites. Chaque fois qu'un coup est tiré, le tireur abandonne sa position de tir pour chambrer manuellement la cartouche suivante. Il perd de précieuses secondes à remettre la cible dans sa mire. Le verrou manuel impose aussi une limite à la rapidité d'exécution. Le Springfield modèle 1903 était comparable aux autres fusils de combat de son époque. Mais comme pour tous les fusils à verrou, le chargement manuel limite les possibilités d'amélioration de la cadence de tir et le nombre de cibles atteintes en un court laps de temps. En 1936, l'armée américaine commissionne un nouveau fusil de combat qui allait abolir les limites du passé. Le système semi-automatique et le chargeur de 8 cartouches du Garand M1 donnent enfin aux Américains le dessus sur les fusils à verrou de ses adversaires. Durant la Seconde Guerre mondiale, le Garand M1 et le M1903 joignent leurs forces dans le théâtre du Pacifique. Les soldats américains gagnent chaque mètre au péril de leur vie devant les irréductibles forces japonaises. Parfois, le tireur embusqué est la seule stratégie efficace contre un ennemi tapi dans la jungle. Aujourd'hui, le Springfield 1903 inspire encore des armuriers comme Trent et Todd Griswold. Silhouette, visée, tirée. Leurs armes de précision fabriquées sur mesure ont fait de nombreux adeptes chez les tireurs d'élite des forces spéciales. Les fusils de précision sont devenus un élément clé des tactiques de combat modernes. Aujourd'hui, les ennemis se cachent souvent parmi les civils, d'où l'importance de pouvoir placer un tir très précis. L'utilisateur de fusils à verrou cherche avant tout la précision. Si l'objectif est d'atteindre la cible d'un seul coup, c'est l'arme tout indiquée. Quand vous dites l'avoir construit vous-même, ça ne signifie pas que vous avez acheté un modèle à assembler en y ajoutant quelques trucs ici et là, non? Bien sûr que non. On est parti du mécanisme nu, et puis on a tout fabriqué du canon à la crosse. Puis on y a ajouté une bonne lunette de visée. Et voilà un fusil Griswold Brothers. Avec ça, la balle arrivera exactement où tu viseras, Will. Avec une arme semi-automatique, l'éjection de la douille et le chargement de la cartouche suivante dans la chambre font vibrer l'arme, qui dévie chaque fois un peu de la cible. Avec un système de platine à verrou, les seules vibrations viennent de l'actionnement du verrou par le tireur. Aucun autre mécanisme ne fait bouger l'arme sous la pression de la détente, ce qui devrait rimer avec une plus grande précision. Nous avons imaginé un test inspiré de l'expérience d'un tireur embusqué à Saipan. Je suis partant. Allons-y, messieurs. Ici, nous simulons un emplacement de tir abrité dans lequel se cache un mannequin. La meurtrière fait une vingtaine de centimètres et vous êtes à 182 mètres. Je sais que c'est à votre portée, mais je n'ai jamais tiré du Griswold 30-06. Je suis le tireur désigné. Qui veut être mon pointeur? Trent sera tes yeux aujourd'hui. Génial, allons-y. Parfait. Avant de tenter d'atteindre ma cible, je dois ajuster la lunette afin que le point d'impact de la balle corresponde au point de visée. T'es à 6 heures. Juste à côté de la plaque d'acier. À côté de la plaque? Je dois aussi m'assurer que ni ma respiration, ni la pression de la détente ne fassent dévier la trajectoire de la balle. Ça semble bon. Très bien. Je suis prêt pour l'emplacement abrité. Le soldat ennemi est caché dans son emplacement de tir abrité. Mais le fusil de haute précision est une arme aussi précise que redoutable. En plein dans la gorge. Super. L'un des tireurs d'élite les plus célèbres est le sergent Carlos Hathcock, du corps des Marines.
Hadcock a cumulé 93 morts confirmés au Vietnam. Sa renommée était telle que le Vietnam du Nord avait mis sa tête à prix pour 30 000 $. Une prime qu'il s'est assuré de ne jamais permettre aux francs-tireurs ennemis de récolter. Un jour, l'une des balles de 30-06 de Hadcock entre directement dans la lunette de son vis-à-vis vietnamien, ce qui signifie que le tireur avait Hadcock dans sa mire, mais n'a pas été assez rapide sur la détente. Vérifions quelle est la puissance de pénétration des fusils de précision modernes. Todd, qu'est-ce qu'on fait à présent? Un test pour montrer la puissance de la cartouche de 30-06. D'accord. Nous avons 4 parois d'acier de 6 mm d'épaisseur. Voyons jusqu'où la cartouche peut les pénétrer. Très intéressant. Et de ce côté? C'est un test pour mettre à l'épreuve le calibre 50. Génial. Voyons combien de ces 6 parois d'acier de 6 mm il peut atteindre. Avec 13 600 joules d'énergie à la bouche de ce canon, qui sait ce qui peut arriver? Vous voyez déjà mon sourire? C'est prometteur. Et ici? Ici, j'ai élaboré un test très intéressant. Quoi qu'on en pense, le verre est un matériau très difficile à traverser avec une munition. L'angle et la cible sont déterminants. J'ai hâte de voir le résultat de celui-ci. Oui, moi aussi. Alors, Will, enligne ton canon sur les 4 parois d'acier. Entendu. Excellent tir, en plein centre. Il est agréable à manier. La lunette en plein sur la cible. Il tire exactement là où je veux. C'est une arme formidable. Et la pression de la détente, très facile. J'adore. La balle a traversé 2 parois et bossé la 3e. Quelle vélocité! C'est plus épais qu'une porte de voiture. Que la balle ait traversé 2 épaisseurs d'acier et endommagé la 3e paroi, c'est qu'on lui a imprimé énormément d'énergie au départ. Absolument. Voilà pourquoi on enseigne aux soldats à se cacher derrière les jantes de roue et le bloc moteur, et non plus derrière les portes. Ces balles font des ravages. Prêt à tirer? Pointeur prêt, feu vert pour le pare-brise. Feu vert pour le pare-brise. Une fois les coups tirés, la moitié du travail reste encore à faire. Il faut aussi évaluer les dommages. Eh bien, le pare-brise ne semble pas avoir fait dévier la balle de beaucoup. Très peu. À peine. On voit bien que la balle a été passablement broyée par son passage à travers le pare-brise. En effet, une grande partie de l'énergie de la balle s'est dispersée dans le pare-brise. Puis le projectile a dévié avant d'atteindre notre bonhomme. De part en part. Bien. Voici le point d'entrée qui est bien plus grand qu'une blessure d'entrée habituelle pour un calibre de 7,62 mm. Cela s'explique par la déviation imprimée par le pare-brise. Mais la perforation de sortie ici, qui traverse aussi le siège, montre qu'elle avait encore beaucoup d'énergie. Quel pouvoir destructeur! Maintenant, passons aux choses sérieuses. Oui. Maintenant que nous avons pris l'apéritif avec le calibre 30-06, passons au plat de résistance. Le Macmillan TAC-50, le nec plus ultra des fusils de précision. Regardez bien. Voici la cartouche que j'ai tirée tout à l'heure, une cartouche 30-06. Et voici un calibre 50. Incroyable. Ce sera fabuleux. À quoi servent ces fusils? Que vise-t-on? John Browning a conçu ses cartouches dans l'intention de percer des blocs moteurs. Je n'ai aucun doute que cet engin en soit capable. Ce fusil ultra puissant a une portée utile de 1370 mètres. Les plaques d'acier sont à 183 mètres. Je vais tenter de les traverser en un coup. Très bien, Will. Voyons comment ce calibre 50 peut mordre dans ces 6 plaques d'acier. Allons-y. Prêt à tirer. Pointeur prêt, feu vert. Trop. Balle chambrée, prêt à tirer. Pointeur prêt, feu vert. Tiens-toi prêt.
Génial! Génial! Ce truc est dément. Puissant, n'est-ce pas? Tirer de cette arme est une expérience indescriptible. À 10 000 images par seconde, on peut même voir la balle de calibre 50 transpercer les 5 premières plaques d'acier et arracher les vis qui retenaient la cible à la table. Tu as déboulonné notre cible. Waouh! J'aimerais bien savoir où se trouve la balle. Elle doit être tombée à proximité. Tu l'as? Non, ce n'est pas un morceau de balle, mais un fragment d'acier arraché probablement ici. Regardez-moi ça. Ouais, il en faut pas mal pour freiner 666 grains de plomb. À quoi se compare le poids de cette munition? Elle est 4 fois plus lourde que la 30-06. Waouh, c'est incroyable. Le travail des tireurs de précision vise plutôt à toucher une cible à grande distance qu'à faire des dommages à courte distance. Cette arme, le fusil de précision L115, surnommé l'assassin silencieux, détient présentement le record de tir à longue distance. En 2009, durant la bataille pour la province d'Helmand en Afghanistan, les forces de la coalition entraînent les soldats locaux afin de pourvoir à la stabilité et à la sécurité dans la région. Les insurgés appuient leurs revendications territoriales par de nombreuses attaques meurtrières. Un jour de novembre, durant une patrouille de routine, une unité de cavalerie britannique et des forces de sécurité afghanes sont attaquées. À la queue du convoi se trouve le Corporal of Horse, Craig Harrison. Le franc-tireur de l'unité britannique se trouve à près de 2,5 km du feu ennemi, une zone hors de portée de la plupart des fusils de combat. Mais devant, le commandant et le reste des hommes sont sous le feu des insurgés. Assisté de son conducteur au poste de pointeur, Harrison fait un premier tir test. Puis un second. Chacun d'eux l'aidant à ajuster son tir à cette grande distance. La cible de Harrison fait 1,80 m sur 50 cm. Bien que ces balles voyagent 3 fois plus vite que le son, il leur faut plusieurs secondes à toucher la cible. Craig Harrison réussit à sortir son unité de l'impasse et établit un nouveau record mondial de distance de tir, 2475 mètres, soit près de 2,5 km. C'est ce type de fusil qu'avait en main Harrison le jour de son double record, un Accuracy International L115. Et je suis impatient d'essayer. Alors, Will, nous avons placé une cible à 183 mètres, soit la longueur de 2 terrains de football. Et tu le sauras dès que tu l'auras touché. Ce n'est qu'un 12e du record établi par Harrison. Mais soyez indulgents, c'est mon premier tir avec cette arme. Pointeur prêt, feu vert. On m'a dit que la cible contenait quelque chose de spécial, de manière à ce qu'on sache si je l'ai touché. Un autre pour ajuster la visée. Pointeur prêt, feu vert. Génial! L'arme répond parfaitement. C'est ce qu'on souhaite à chaque tir. Si les cibles explosaient ainsi chaque fois, ce serait un vrai feu d'artifice. Le verrou est facile à manier. C'est comme conduire une voiture sport. Exactement le genre de réponse que j'aime de système d'armement. Je n'en ai pas encore fini avec le L115. J'ai envie de le mettre à l'épreuve aux côtés du Garand M1 dans un ultime test des plus grands fusils de combat de l'histoire. Les mousquets à canon lisse du 18e siècle étaient à la fine pointe de la technologie de l'époque, mais très peu précis. Je ne pense même pas avoir touché la cible. L'arrivée du Kentucky Long Rifle en 1750 marque un progrès important. Or, ces premiers fusils doivent encore être chargés par la bouche, obligeant les soldats à se tenir debout pour les charger, ce qui en fait des cibles faciles. La cartouche métallique représente un bond technologique important. Elle permet le chargement par la culasse et le tir à répétition. Le fusil de combat fait son apparition autour des années 1900. Il est muni d'une platine à verrou et alimenté par un magasin.
C'est une véritable machine à tuer. Il tire des cartouches à poudre sans fumée, avec une redoutable précision, bien au-delà de 500 mètres. Puis, le système semi-automatique du Garand M1 confère aux soldats américains un net avantage sur les champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale. Les fusils de précision contemporains doivent beaucoup à leurs prédécesseurs, dont ils ont hérité la platine à verrou, capable de toucher des cibles à des kilomètres. Cette revue de l'histoire du fusil m'a mis en appétit. J'ai donc chargé Trent Griswold de préparer l'équipement nécessaire pour prendre d'assaut le champ de bataille. Nous n'en avons pas terminé avec l'histoire, Will. Et cette fois, c'est toi qui monteras au front. Laisse-moi deviner, il me faudra utiliser les armes de chaque époque pour me tirer d'affaire. Dans le mille, un individu prépare un attentat suicide sur un hôpital et ta mission est de l'en empêcher. Mais auparavant, tu devras réussir une série d'épreuves évoquant plus de 150 ans de combat. Will doit toucher le premier jeu de cible avec le fusil à un coup Springfield Trapdoor 1873. Puis, il entrera dans la Première Guerre mondiale, où il lui faudra toucher un soldat ennemi se faufilant dans une ouverture entre deux tranchées avec le Springfield Model 1903. Le défi suivant présente un scénario de la Seconde Guerre mondiale. Will devra éliminer 3 soldats ennemis cachés dans les arbres avec le Garand M1. Pendant ce temps, notre kamikaze poursuivra son chemin en direction de l'hôpital. Will devra réussir à abattre toutes les cibles avant de pouvoir prendre le fusil L-115 pour neutraliser le porteur de bombe avant qu'il n'atteigne la clinique. Prêt? Allez! Le Trapdoor 1873. Je devais avant tout réussir le chargement tout en douceur. Ça me posait pas de problème. Le système de chargement est très simple. C'est sans doute pourquoi l'armée l'a adopté à l'époque. Le robot n'est plus qu'à 457 mètres. Dépêche-toi! Bien joué, c'est réussi. 4 cibles en 2 coups, pas mal. Le fusil à verrou Springfield, modèle 1903. Voilà une belle arme, agréable à manipuler. Mais dans les conflits d'aujourd'hui, où il faut répondre rapidement au feu de fusils semi-automatiques, ce n'est pas l'arme idéale. Il vous faut une arme capable de chambrer rapidement la cartouche suivante pour engager le combat rapidement. En plein cœur, relève un peu le canon. À la station du Garand M1, je voyais du coin de l'œil le robot grimper la colline. La pression est montée d'un cran. Il me fallait garder mon avance. J'ai tiré 2 ou 3 fois précipitamment. Voilà le travail! Le robot avait de l'avance quand j'ai quitté la station. Je devais accélérer le pas pour être en mesure de tirer un coup impeccable et précis à la dernière station. Trent, tu l'as dans la mire? Je l'ai, vas-y. Bien visé. Le robot est mort! Le robot est mort! L'hôpital est sauf. Mission accomplie. C'était fantastique. Je ne vous conterai pas d'histoire, il n'est pas facile de contrôler sa respiration et de suivre la cible en mouvement. Je suis content. C'était super. Cette arme est tellement sophistiquée. Et quelle évolution entre celle-ci et les autres fusils. Incroyable. Grâce à la lunette d'approche, la cible paraît si grosse qu'à la pression de la détente, je l'ai eu dans le mille. Formidable. Ouais, ça permet d'éliminer un tas de variables. Il suffit d'être un bon tireur. Oui, j'ai adoré. Quelle expérience. Alors on recommence?
Les fusils de précision comme le L115 sont conçus pour tirer une seule balle sur une cible de haute importance. Tandis que pour les fantassins sur le champ de bataille, une cadence de tir élevée compte davantage. Le Garand M1 a surpassé tous les fusils de combat de son époque grâce à son système de chargement semi-automatique novateur. Il est sans contredit une arme qui a changé le monde. Ici Will Willis. Je vous donne rendez-vous sur le champ de tir pour découvrir d'autres armes qui ont changé le monde.